Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une, dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de l'Assemblée nationale a présidé la 3e séance publique de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où Israël attaque 2 hôpitaux, au moins 7 morts parmi les victimes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta, Mohamed Dileta, a présidé aujourd'hui la 3e séance publique de la 2e session ordinaire en présence du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, des parlementaires, des membres du gouvernement. Rappelons que cette séance plénière a été consacrée à l'examen des 4 projets de textes législatifs. Ces textes législatifs, le projet de loi numéro 135 de l'année 2024 de la 9e législature portant ratification de la convention numéro 181 relative aux agences d'emploi privées de 1997. Deuxième projet de loi, à savoir le projet de loi numéro 138 de l'année 2024 de la 9e législature portant ratification de l'accord sur la zone de libre-échange tripartite COMESA, EAC et SADC. Projet de loi numéro 3, à savoir le projet de loi des finances numéro 150 de l'année 2024 de la 9e législature portant budget initial de l'État pour l'exercice 2025. Et enfin, la 4e projet, à savoir le projet de loi numéro 151 de l'année 2024 de la 9e législature portant ratification d'un accord de prêt additionnel pour le projet d'amélioration des bidonvilles et de développement urbain intégré à Boulaos. En cette période de session budgétaire, les parlementaires, dans l'exercice de leur mission et du contrôle d'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques, ont interrogé les membres du gouvernement sur les projets de loi inscrits à l'ordre du jour, et plus particulièrement sur le projet de loi finances fixant le budget initial de l'État pour l'exercice 2025, à savoir les grandes orientations budgétaires, les priorités de financement, les politiques publiques envisagées ainsi que les mécanismes de mise en œuvre. C'est ainsi que l'action gouvernementale d'évaluation, les parlementaires ont interrogé les membres du gouvernement sur ces projets de loi inscrits à l'ordre du jour et plus particulièrement sur les projets de loi des finances fixant le budget initial de l'État pour l'exercice 2025. À l'issue des débats des projets de loi inscrits à l'ordre du jour adoptés, le président national a salué l'esprit partenariat renforcé qui continue, rappelons-le, de prévaloir entre l'exécutif et le Parlement. Eh bien, en réponse, les membres du gouvernement et ainsi les parlementaires, dans l'exercice de leur mission et de contrôle d'action gouvernementale d'évaluation des politiques publiques, ont interrogé les membres du gouvernement sur les projets de loi inscrits à l'ordre du jour. En réponse, les membres du gouvernement ont apporté des explications détaillées et précises ainsi que les choix stratégiques inscrits dans les projets de loi des finances. Écoutons-les. Le ministre, les Djiboutiennes et les Djiboutiens attendent le budget 2025 et puissent répondre à leurs préoccupations. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer une seule mesure qui donnera satisfaction à leurs attentes? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question est, toujours dans ce budget 2025, quelles sont les perspectives d'avenir auxquelles vous vous êtes fixés dans ce projet de budget 2025? Au député Abdelrahman, par rapport à la mesure fiscale qui concerne l'environnement. Vous le savez autant que moi, c'est devenu un serpent de mer, la sauvegarde de l'environnement. Nous en sommes tous responsables. Et si nous avons essayé, un temps soit peu, de faire bouger les lignes, c'est vraiment se montrer responsable pour ce pays. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, nous avons été impliqués au niveau du ministère du Budget, à l'embellissement de la ville, à la sauvegarde de l'environnement. Nous avons
de tout temps été aux côtés de l'administration publique pour faire en sorte que l'environnement soit préservé et que nos jeunes, les nouvelles générations, aient un héritage vraiment conséquent. Et c'est en ce sens que nous avons tout simplement fait en sorte que nous avons pu, par rapport à cette mesure fiscale qui rapporterait 1 milliard de francs, dans l'hypothèse basse, c'est-à-dire que nous avons évité, parce qu'aujourd'hui les productions d'eau minérale à Djibouti locale est de 400 millions de litres. Vous imaginez un peu ce que nous avons pu faire en essayant d'introduire cette mesure fiscale, c'est vraiment une avancée. Et je ne pense pas qu'il y aura une inflation par rapport à cela et qu'il y aura, parce qu'il y a des règles de conduite par rapport aux consommateurs et ces règles, normalement, seront préservées par le ministère du Commerce. La deuxième question, elle portait sur les perspectives d'avenir. Vous l'avez vu, honorable député Abdourahmane, dans ce nouveau budget, il y a à la fois de nouvelles mesures qui rapportent 6 milliards, mais également nous avons au niveau de la dépense, nous avons effectué des ponctions dans les chapitres des investissements et du matériel, de 6 milliards également, ce qui fait que nous ne sommes pas toujours à la recherche, à chaque fois, de faire en sorte de démultiplier les impôts, mais plutôt de penser toujours à notre objectif majeur, celui à la fois d'optimiser les recettes, mais également de rationaliser les dépenses. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus que les perspectives d'avenir seront meilleures. Le ministre de la Santé, Monsieur le ministre, pourquoi le gouvernement a-t-il autorisé une expérience aussi sensible que la libération de moustiques génétiquement modifiés? Quelles garanties avez-vous prises pour protéger la santé publique et assurer la transparence de ce projet? Nous avons d'abord les moustiques anopheles qui, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, nous avions les Anopheles gambiensis et nous avons actuellement une autre espèce qui est venue de l'Asie, surtout de la Thaïlande, qui s'appelle l'Anophèle stevensis. Il y a donc une première souche qui s'appelle les Anophèles, qui transmettent le paludisme. Maintenant, deuxièmement, il y a un autre type de moustique qui s'appelle le Culex. Le Culex est un moustique qui ne transmet pas de paludisme. Il pique, il ne transmet pas de paludisme. Et il y a un troisième type de moustique qu'on appelle les AIDS. Les AIDS qui transmettent la dengue et le chikungunya et la fièvre jaune. Depuis janvier 2021, nous utilisions un autre type de test que nous sommes le seul pays à utiliser au niveau de la Corne d'Afrique. Nous utilisons également au niveau de la pulvérisation intradomiciliaire et au niveau de moustiquaires un autre produit biologique biodégradable qui s'appelle Vectran, et qui est un produit qui n'est pas nocif et qu'on utilise donc pour lutter contre le paludisme. Donc nous faisons beaucoup de choses, il ne faut pas faire de la désinformation, nous utilisons beaucoup de choses et nous avançons sur la lutte contre le paludisme. Toujours dans les questions-réponses, lors de cette troisième séance publique de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale et dans l'exercice de leurs fonctions, les parlementaires, dans l'exercice de leur mission de contrôle d'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques, ont interrogé les membres du gouvernement. En réponse aux questions soulevées par les parlementaires au cours de la séance, plusieurs membres du gouvernement sont intervenus pour apporter des éclaircissements. Écoutons-les. Dans le cadre de la politique d'urbanisation du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, pour la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville, la Banque islamique de développement BID a accepté la requête du gouvernement en mobilisant un financement additionnel pour la mise en œuvre des projets d'amélioration de bidonvilles et de développement urbain intégré à Boul'Ous, en l'occurrence Jagaboulor et à Jebel. Pour les résidents détenteurs de titres fonciers, le cas échéant à caractère définitif, existait-elle des modalités de retour à leur habitation à Jagaboulor ou à Jebel
une fois les chantiers de rénovation terminés. Ma deuxième question, Madame la Ministre, avez-vous prévu des dispositions pour prendre en charge dans le cadre de ce projet pour le ménage victime d'incendies ou de catastrophes naturelles? Par conséquent, les chefs-lieux des régions sont toujours en reste, Mesdames et Messieurs les ministres. Donc, ma question, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement envisage-t-il pour encourager et soutenir la participation des villes chefs-lieux des régions afin que, au programme Zéro bidonville, afin d'assurer une approche cohérente et efficace dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie dans les chefs-lieux des régions du pays? Pour répondre aux questions posées par les deux honorables, M. Abdo d'abord, pour les détenteurs de titres fonciers, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises si ces titres fonciers donc, sont touchés par les opérations de restructuration? Oui, bien sûr, parce que quand un titre foncier est touché par un recul de façade ou un délogement total, il y a des dispositions qui sont prévues d'indemnisation à la hauteur du bien, donc de la partie impactée de son bien. Donc ça, c'est bien pris en compte. Les victimes d'incendie, comme vous le savez, il y a un programme de reconstruction des logements donc, qui ont fait l'objet d'un incendie, et ça, c'est depuis quand même une quinzaine d'années que cette politique existe. Donc, je crois que vous faites référence à ce qui s'est passé ce week-end à Djebel. Et donc, les familles qui ont été impactées vont être prises en compte, comme ça a été le cas pour ceux qui les ont précédés. Pour le député Kamil, dans les régions, nous venons de finaliser les plans de restructuration des régions, donc pour les chefs-lieux de ville, les villes chefs-lieux de région. Et à partir de là, donc, nous avons aujourd'hui les estimations pour le coût de ces travaux et nous allons mobiliser les fonds nécessaires. Mais un préalable était que déjà on fasse ces plans de restructuration, ce qui est fait. Écoutons le Premier ministre. Eh bien, à cette occasion, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a pris la parole pour répondre aux préoccupations des parlementaires. Il a souligné l'importance d'une synergie renforcée entre les pouvoirs législatifs et exécutifs afin de répondre efficacement aux attentes des citoyens. Écoutons-le. D'abord, je voudrais rendre un hommage appuyé aux députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, même si les débats, quelquefois, sont un peu houleux, ça fait partie de la démocratie. Et c'est normal qu'il y ait des débats dans une démocratie. Et ce que je voudrais ici, pour dire que nous devons continuer à travailler ensemble pour faire émerger notre pays. Il faut débattre, mais c'est votre travail de poser les questions, d'aller jusqu'au bout de vos questions, et c'est de notre devoir de répondre à vos attentes. Et quand on répond à vos attentes, on répond aussi à la population djiboutienne à travers vous. Et pour terminer, je voudrais souhaiter une bonne année 2025 à vous et à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. Et enfin, à l'approche de la nouvelle année, Son Excellence M. Dileta, Mohamed Dileta a exprimé ses vœux les plus chaleureux à Son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et à Mme Khadra Mohamed Haïd, Première Dame et Présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ainsi qu'au peuple djiboutien tout entier. Écoutons-le. Je souhaite souligner très franchement l'esprit des partenariats renforcés qui existent entre l'exécutif et l'Assemblée nationale. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, de dire la satisfaction quotidienne que l'institution parlementaire éprouve dans la conduite de ses prérogatives. Je profite de l'opportunité d'évoquer cet élan de coopération et de bonnes ententes entre le gouvernement et le Parlement pour exprimer en votre nom, à tous et en mon nom propre, le meilleur vœu de nouvel an à Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, Président de la République, à la Première Dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ainsi que peuple de la République Djibouti. Mes meilleurs vœux aussi à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, à l'ensemble des parlementaires et ses ministres,
Je formule de même mes fraternelles félicitations et j'espère que cette nouvelle année soit porteuse de santé, de succès et de prospérité. Sur ce, la troisième séance est close. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi M. Abdelkader Mohamed Nour, ministre somalien de la Défense, accompagné de son homologue djiboutien Hassan Omar, ont effectué une visite officielle au centre d'instruction Cheikh Moussa de la gendarmerie nationale en présence de plusieurs personnalités de haut rang. Cette visite marquée par des échanges fructueux a été l'occasion de renforcer les relations bilatérales en matière de coopération sécuritaire et de formation des forces de défense et de sécurité. Était présent lors de cette visite Hassan Omar Mohamed Burhan, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, ainsi que de plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie. Après les honneurs, la visite a débuté par un accueil officiel au salon d'honneur du centre de conférence lieutenant-colonel Houch Roble Idli, où M. Abdelkader Mohamed Nour a été reçu. Après un mot de bienvenue, une présentation détaillée sur la gendarmerie nationale a été faite à l'amphithéâtre, mettant en lumière l'organisation, les missions et les diverses formations dispensées au sein du centre d'instruction. Le ministre somalien de la Défense a ensuite effectué une visite des installations de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, un pôle d'excellence, de formation et de référence dans le domaine de la police judiciaire. M. Abdelkader Mohamed Nour, ministre somalien de la Défense, a salué la qualité des infrastructures, des équipements et l'importance des formations dispensées aux forces de sécurité nationale des pays amis, en particulier dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale et le renforcement des capacités en matière d'enquête judiciaire et complexe. À l'issue de cette visite, une cérémonie symbolique de remise de présents a eu lieu au cours de laquelle le colonel Zakaria Hassan a offert des cadeaux au ministre somalien de la Défense en signe de bienvenue, de reconnaissance. Dans ses propos de clôture, M. Abdelkader Mohamed Nour a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux réservé à ses hôtes et a salué l'excellent centre d'entraînement. Il a souligné l'importance de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment en matière de formation d'échange, d'expertise dans le domaine de la sécurité. Cette visite témoigne de l'engagement continu des autorités somaliennes et djiboutiennes de collaborer pour renforcer la sécurité régionale, améliorer les capacités de forces de défense et de sécurité dans la région de la Corne d'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, a reçu ce matin une importante délégation éthiopienne conduite par le ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie pour discuter des relations bilatérales et des partenariats entre les deux pays. Au cours de cette visite, cette réunion, plusieurs sujets importants ont été abordés, notamment la coopération économique, la question de sécurité régionale, le développement des infrastructures. Après cette rencontre, les deux parties sont retrouvées sur une réunion élargie pour renforcer les liens bilatéraux et trouver des solutions communes aux défis régionaux. Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères éthiopien a souligné que la relation entre les deux pays est très particulière, reposant sur des fondations très solides. Il a noté que les domaines de coopération sont vastes et étendus, incluant des collaborations robustes sur les questions économiques, politiques et de sécurité. Il a confirmé que les deux leaders ont tracé une voie pour renforcer davantage cette relation. Il a exprimé son désir de travailler avec ses homologues pour élever et renforcer encore plus cette relation. Au cours de la discussion qu'il venait d'avoir, il a mentionné qu'un large éventail de sujets avait été abordé et que de manière fraternelle, franche et constructive, il avait pu prévenir un consensus sur de nombreux points, illustrant la profondeur de la force de relation entre les deux nations. Il a également anticipé une coopération plus étroite sur les questions régionales, bilatérales et multilatérales.
Depuis son entrée au ministère des Affaires étrangères, il s'est dit très satisfait de constater que les diplomates éthiopiens à travers le monde coordonnent étroitement leur action. Il a souligné que non seulement ils sont voisins ici, mais que leurs diplomates travaillent d'arrache-pied en tandem à l'échelle mondiale. De son côté, le ministre des Affaires étrangères djiboutien a exprimé sa grande joie à son honneur d'accueillir le ministre des Affaires étrangères éthiopien et à sa délégation qui l'accompagne. Il a également remercié le ministre pour avoir choisi Djibouti pour sa première visite officielle à l'étranger après sa nomination, soulignant la signification de cette décision comme un reflet d'excellentes relations entre les deux pays. Il a mentionné que le président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh et son Excellence le Premier ministre Abiy Ahmed ont placé les relations entre leur pays plutôt sur une voie d'intégration plus rapide pour le bien-être et la prospérité de leur peuple. Il a noté que cette volonté politique s'est traduite par des consultations accrues visant à rapprocher les économies des deux pays. Selon lui, le commerce et les affaires ne peuvent prospérer que si les décideurs éliminent les barrières tarifaires et non tarifaires, favorisant ainsi une circulation fluide des biens et des personnes à travers les frontières. Le ministre a souligné la nécessité de moderniser constamment le corridor, les infrastructures portuaires, les capacités logistiques connexes pour rester compétitifs et offrir des services de qualité et à des coûts abordables. Il a reconnu, en s'adressant à son cher frère, Dr Gideon, qu'il existe de nombreux défis à surmonter dans la région, notamment le terrorisme, la migration illégale et la traite des êtres humains, ainsi que le trafic de drogue et d'autres produits de contrebande qui doivent être traités avec fermeté et résolution. Direction le sud du pays, où sous la houlette de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, le conseil régional d'Ali Sebié a abrité hier un atelier de réflexion et d'échange d'expériences sur le modèle de gestion des détritus populaires entre les présidents du conseil régional du pays. Ali Sebié a eu le privilège d'accueillir cet atelier puisque c'est la seule région de l'intérieur du pays qui a une agence de la voirie communément appelée par son sigle AVAS ou Agence de la voirie d'Ali Sebié. Créé par un arrêt régional en 2007, l'AVAS est un organisme public chargé de la gestion des détritus ménagères dans la ville d'Ali Sebié, chef-lieu de la région éponyme. Celui-ci a réuni le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouita, le président de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, le président du conseil régional de Tadjoura, le président du conseil régional de la région haute, Sharmak Hassan Alale, ses pairs des instances similaires, à savoir Dikil, Mahad Hussein Ahmed, Dobok, Mohamed Ismail et enfin Darta, Notons également la participation du député Omar Ahmed Ouaïs, deuxième vice-président de l'Assemblée, sa collègue parlementaire Filsen Abdullah Miguel, du secrétaire général de l'NCLD Al-Roufa Aden, du représentant du ministère chargé de la décentralisation dans la région, Radouane Aden, et du directeur de la VAS. La NCLD représente des collectivités locales djiboutiennes, vise à renforcer la gouvernance locale tout en œuvrant pour un développement durable, inclusif, en partenariat avec des acteurs nationaux et internationaux. L'objectif est de doter toutes les régions de l'intérieur d'une agence de voirie d'une gouvernance locale renforcée, capable de fournir des services de qualité tout en impliquant activement les communautés. À cet effet, en mobilisant des ressources nécessaires, qu'il s'agisse des fonds propres, de subventions étatiques ou de redevances locales, assurer la formation des acteurs à tous les niveaux. En premier, ces projets représentent une avancée significative pour la gestion des déchets, l'embellissement de nos villes et l'amélioration des conditions de vie des populations. Fonctionnement administratif, la VAS propose sur un cadre clair incluant un arrêt régional, un organigramme fonctionnel et des manuels de procédures détaillés. Gestion technique, ces activités s'articulent autour des méthodes collecte bien définies de l'entretien des équipements, de la gestion efficace des échanges. Le président du conseil régional d'Ali Sebié, Sharmak Hassan Alale, s'est exprimé en ces termes. C'est avec une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui à cet atelier consacré à la mise en place des agences régionales de la voirie dans les régions de l'intérieur. Écoutons à propos de... Je marque un progrès majeur pour la gestion des déchets, l'embellissement de nos villes, l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Dans le cadre de notre stratégie pour une gestion durable des déchets urbains, je vous invite à cet atelier d'information et d'échange sur la création des services publics chargés de la gestion de la voirie et l'embellissement de nos régions. Cet événement vient de réunir les principaux acteurs régionaux afin de co-construire une stratégie adaptée aux réalités locales.
visant à doter à chaque région d'une structure performante pour une gestion des déchets. Madame la ministre, permettez-moi de vous remercier pour nous avoir conviés à cet atelier qui porte sur la voirie et surtout d'avoir mis en valeur la fêtière des associations qui est la NCLD. Ceci démontre votre appui à la décentralisation et votre désir de renforcer les régions. Encore merci. Madame la ministre, la voirie est une première compétence aux collectivités locales. Votre implication nous montre que vous voulez prendre à cœur cette problématique et nous sommes disposés à relever le défi avec vous. Comme vous le savez, le défi primordial à relever, c'est la pérennisation des moyens financiers. Le choix de le faire à l'Issabier est un bon sens. Grâce à l'initiative et l'organisation Havas, dont la paternité, je dirais, appartient à notre ancien collègue, aujourd'hui député, deuxième vice-président et consultant sur le sujet. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. Restez avec nous. À son tour, les préfets ont souligné que les actions phares à entreprendre et chères à la population sont des actions d'entretien de la santé publique. Écoutons-les. Aujourd'hui, l'atelier de réflexion et d'échange sur la création des agences de gestion de la voirie, c'est une chose très importante. Pourquoi très importante? Parce que on voit aujourd'hui l'image de nos régions respectives, la santé de nos régions respectives compte énormément. Une ville propre, une région propre, un chef-lieu propre augmente l'attractivité et améliore la santé publique. Donc il y a certaines régions qui sont en avance par rapport à d'autres. Il y a certaines régions qui ont développé à leur manière une stratégie. Aujourd'hui, grâce aussi à l'engagement et à la volonté politique et surtout matérialisée par la présence de la ministre et par l'appui qu'elle offre, non seulement dans ces domaines, mais dans des domaines variés dans toutes les régions. Alors, je renouvelle encore mes sincères remerciements à la ministre. Eh bien, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Hulf Ismaël Abdo, a pour sa part remercié la ministre a tout d'abord remercié les autorités régionales pour l'accueil effectivement et leur collaboration sincère de son département ministériel. Elle a souligné que cette institution gouvernementale ne doit pas se contenter de mener des actions à caractère social uniquement dans la capitale. Le préfet, ce n'est pas la première collaboration, c'est une parmi les collaborations et les partenariats que nous entretenons pour justement développer les régions. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités est à portée nationale et ne doit pas justement se consigner sur des actions ciblées sur la capitale. Tout l'objectif est là. Donc nous avons fait un focus depuis maintenant quelques années pour développer nos régions, pour croire également que ce développement peut être réel et peut concurrencer la capitale. Parce que les opportunités qui existent dans nos régions, on les a moins dans la capitale. La capitale est devenue saturée, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et très sincèrement, j'y crois vraiment. Et c'est parce que j'y crois vraiment qu'il fallait un début. Et le début, c'est la propreté. Quand on vient dans un chef-lieu, quand on vient dans une ville, la première chose qu'un touriste observe, c'est la propreté de la ville. Je vous dis très sincèrement, j'ai découvert Havas l'année dernière et j'étais très, très agréablement surprise de voir non seulement la valeur juridique qu'a Havas par rapport à également toutes les opportunités qu'elle pourrait avoir pour être soutenue budgétairement parlant, parce que pour avoir un budget, il faut d'abord une institution. Et pour avoir une institution, il faut une base juridique. Et donc, permettez-moi de féliciter et d'applaudir l'existence de Havas, à sa tête son directeur, dont la paternité également revient au vice-président de l'Assemblée nationale, qui, quand il a été président, a vraiment cru en cette institution et aujourd'hui est la preuve
que c'est le début qu'il fallait faire, c'est la première pierre qu'il fallait mettre pour que nous puissions continuer dans cette voie. Je remercie la collaboration également de votre association, à la tête le président, pour nous avoir facilité justement cet atelier de réflexion et d'échange sur la création des agences de gestion des voiries des régions. Écoutons à présent la réaction du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. La principale ministre à croire à ce que les conseils régionaux soient autonomes. Avant, ce qu'on a créé nous a beaucoup soulagés. Et vous, monsieur le président des conseils régionaux, quand on était collègues, vous saviez les problèmes qu'on avait à gérer les déchets à l'ICD. On a essayé de prendre les taureaux par les cornes et on a essayé de créer quelque chose qui aujourd'hui on commence à croire. Et Madame la ministre, elle attend de nous un agenda. Elle va nous appuyer. Elle a le fonds pour le départ. À la fin de l'atelier, on doit savoir dans 2-3 mois que toutes les décisions, tous les points qu'on va incliner aujourd'hui ici, décider ici, doivent être tenus après, Inch'Allah. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le ministère du Commerce en collaboration avec la Commission économique pour l'Afrique qui a tenu ce matin un atelier de validation supplément vert à la stratégie nationale de mise en œuvre de la zone libre-échange continentale africaine au Sheraton Hotel. Cet événement a été présidé par le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Ali Daoud, en présence des représentants de la Commission africaine de l'économie, de la société civile et du secteur privé. Tous unis pour un objectif commun, promouvoir un développement durable et inclusif dans le cadre des opportunités offertes par la ZLECAf. L'atelier va permettre la discussion sur les enjeux environnementaux et la nécessité d'intégrer des pratiques durables dans la mise en œuvre des politiques économiques au cours de cet atelier. Les participants ont examiné les suppléments verts qui visent à garantir les initiatives liées à la ZLECAf, s'alignant, appelons-le, sur les objectifs de développement durable, contribuant à la préservation des ressources naturelles. Cet atelier marque une étape significative de l'engagement de Djibouti envers une croissance économique qui respecte l'environnement. De l'importance que Djibouti accorde à une croissance durable et inclusive. En 2022, grâce au soutien de l'Union européenne, la CEA a accompagné Djibouti dans l'élaboration et la validation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. Aujourd'hui, nous faisons un pas supplémentaire. Ce pas de plus est de procéder à l'intégration d'un supplément vert. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une autre menace majeure plane sur nos ambitions de développement, le changement climatique. Eh bien, dans son intervention, le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Ali Daoud, a indiqué que son ministère s'est engagé dans la promotion d'un commerce inclusif et durable. Écoutons-le. En septembre 2024, nous avons eu l'honneur de présider un atelier de présentation d'un méga-projet sur la promotion touristique en République de Djibouti. Ce projet, porté par un groupe international, vise à aménager et embellir des sites touristiques emblématiques tels que les îles Moucha et Mascali, tout en mettant l'accent sur la préservation de notre écosystème marin. Par ailleurs, en mai 2023, notre département a également organisé un atelier de formation sur le commerce électronique à l'intention de nos artisans locaux. Cette initiative vise à adapter notre cadre réglementaire au monde numérique afin de mieux protéger les intérêts de nos consommateurs et de permettre à nos concitoyens de saisir les opportunités offertes par le commerce en ligne. Aujourd'hui, en intégrant le supplément vert à notre stratégie, nous souhaitons tout d'abord réaffirmer notre engagement envers une croissance économique respectueuse de l'environnement. Et enfin, dans l'actualité nationale, dans le cadre du renforcement continu des formations au personnel de la garde-côte djiboutienne, qui est un volet important du développement de l'institution, le colonel Waïs Omar Bouré a inspecté le centre de formation de base de la garde-côte djiboutienne établi à Mariama.
L'objectif de cet centre de formation est de maintenir, renforcer et améliorer les aptitudes et les connaissances des troupes de la garde-côte djiboutienne dans les domaines vitaux pour l'exercice de leur mission, leur service à la nation. Accompagné d'une importante délégation, le colonel Ouass Omar Bourré a inspecté aux côtés du commandant d'unité du centre de formation l'état général de l'évolution des instructions et de l'instruction et assisté à des démonstrations pratiques où les agents de la garde-côte djiboutienne ont exposé leurs acquis et leurs connaissances. Cette visite s'inscrit dans une démarche de suivi des activités de formation opérationnelle et revêt une importance particulière, car elle marque une étape clé dans l'évaluation et le soutien des efforts de préparation des personnels engagés dans des missions pratiques, critiques. Elle a permis de mettre en lumière la rigueur, la discipline et l'engagement des stagiaires, ainsi que l'efficacité du programme de formation. Point marquant de la visite, rencontre et échange avec les équipes, le commandant de la garde-côte a tenu des discussions enrichissantes avec les stagiaires, les formateurs et le personnel de soutien, valorisant leur dévouement et leur professionnalisme. L'observation d'exercices pratiques, une démonstration des compétences acquises a été réalisée, illustrant les progrès remarquables réalisés par les participants et leur capacité à répondre aux exigences du terrain. Puis, évaluation des infrastructures. Le commandant de la garde-côte a inspecté les équipements et les installations utilisés pour garantir l'environnement optimal à la formation. Lors de son intervention, le commandant de la garde-côte a tenu à saluer l'engagement des participants, la qualité des enseignements dispensés. Il a souligné l'importance de cette formation pour renforcer les compétences techniques et opérationnelles nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'unité. Le commandant de la garde-côte a réaffirmé son soutien aux efforts consentis par l'ensemble des personnels et a encouragé les stagiaires à poursuivre avec détermination leur parcours de formation. Direction Gaza, où, je vous ai dans le titre, l'armée israélienne a entrepris une série de 2 attaques contre des infrastructures sanitaires à Gaza. L'hôpital Al-Ahli et Al-Wafa ont été bombardés. Après avoir attaqué l'hôpital baptisé Al-Ahli à Gaza, l'armée israélienne a bombardé l'hôpital Al-Wafa dans la partie ouest de la même zone. Des témoignages des journalistes sur place confirment l'attaque des étages de l'hôpital. Les premières informations font état de 7 morts. Des témoins ont indiqué qu'un tir d'obus a ciblé le dernier étage de l'hôpital baptisé Al-Ahli de Gaza. Cet hôpital est le dernier établissement médical en activité dans le nord de Gaza. L'hôpital Kamal Adwan étant hors service suite au raid de bombardement de l'armée israélienne. Eh bien, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.